Bonjour, moi je m'appelle Morgane Tassi, je suis en première année de master 3PC à Aix-en-Provence. En L3, j'avais un stage en clinique privée, mais j'ai pas pu le réaliser parce que avec la crise sanitaire, il a été suspendu. Je devais le reporter, mais il n'a pas été fait du tout finalement, il a été annulé. Alors bonjour, moi c'est Pauline Corbel. Je suis en première année de master de 3PC à Aix-en-Provence. Et le stage que j'ai effectué en L3, c'était un stage dans un foyer de vie pour des personnes handicapées mentales. Thomas. Bonjour, donc moi je m'appelle Thomas, je suis aussi en master 3PC. J'ai fait un stage en SSR, donc hop là, j'ai pas du tout fait un stage en SSR. Donc, bonjour. Bonjour, je m'appelle Thomas. Attends. Faut surtout pas mentir sur le CV, le gars. Alors moi, j'ai fait un stage à la PJJ. Oh le bordel. Mais non, mais en fait, on m'a refusé mon SSR, mais ouais. J'ai demandé à mon SSR, mais bon, bref. C'est bon, là, je peux y aller? Allez. Pardon. Donc, bonjour, moi je m'appelle Thomas, je suis aussi en master 3PC. J'ai fait un... Je vais jamais y arriver. Donc bonjour, je m'appelle Thomas, je suis en master 3PC. J'ai fait un stage en maison de fin de vie. Et après, j'ai fait une année sabbatique pour faire de l'humanitaire. J'ai fait un master en littérature en psychanalyse et là, je suis arrivé en PPPC. Alors bonjour, moi c'est Delphine, du coup, je suis aussi en première année de 3PC. Et moi j'ai fait un stage l'an dernier en SSR gériatrique à l'hôpital. Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis aussi en M1 3PC. J'ai fait mon stage en oncologie et soins palliatifs à l'hôpital de la Timone. Et avant ça, j'ai eu une licence en chimie, un master en environnement. Bonjour, moi c'est Zoé, je suis en 3PC aussi. J'étais en L3 à la fac à Toulouse. J'ai fait un stage en psychiatrie, en anesthesia. Et voilà. Bonjour, moi c'est Victoria, je suis aussi en Master 1 3PC, j'ai fait ma licence à Aix-en-Provence. L'année dernière, j'ai fait un stage en pédiatrie multidisciplinaire, donc c'est un service qui regroupait l'endocrinologie et la néphrologie. Voilà. Bonjour, moi c'est Mathias, je suis moi aussi en première année de Master 3PC. J'ai fait ma licence à l'Université d'Aix-Marseille et en L3, j'ai fait un stage auprès d'une psychologue clinicienne de la Marine nationale. Bonjour, moi c'est Lara. Donc j'ai fait ma licence à Aix et je suis aussi en master 3PC. Et l'année dernière, j'ai fait un stage en ITEP auprès d'adolescents. Là, je réponds à la première question. Vas-y. Donc la question, c'est quel type de stage sont valorisés pour entrer dans ce master? Alors pour le choix du stage, il me semble important de choisir une institution qui soit en cohérence avec vos domaines d'intérêt et votre projet professionnel. Ce master est plus clinique, donc il faut favoriser des masters avec des psychologues cliniciens où la pratique est d'approche clinique ou psychopathologique. Et donc les lieux potentiels de stage, c'est dans le champ médical, dans le champ social, éducatif, judiciaire et associatif. Donc on peut citer des instituts médico-éducatifs, des centres médico-psychopédagogiques, des maisons d'enfants à caractère social, mais aussi dans des hôpitaux spécialisés, dans des centres hospitaliers et bien sûr dans le secteur psychiatrique et addictologique. Donc la population de ces stages, c'est des enfants, des adolescents, des adultes, avec des atteintes somatiques, psychiques, qui sont hospitalisés ou pris en charge de manière ambulatoire. Donc, on sait que maintenant, avec la situation actuelle, le contexte du Covid, si un stage ne peut pas se faire avec un psychologue clinicien ou une psychologue clinicienne, c'est pas grave.
pouvez le faire avec un psychologue social ou développemental. Il faut saisir l'opportunité. Et si on vous propose un stage ou que vous trouvez un stage, il faut le prendre. Si c'est la clinique qui vous intéresse, vous pouvez tout de même porter un intérêt clinique à votre stage, même si le tuteur est par exemple un psychologue social. Parce que vous-même, dans votre pratique, dans votre observation, vous pouvez élaborer dans une perspective clinique et psychopathologique. Parce que effectuer un stage, ça a pour objectif, selon moi, de poser du sens sur la théorie, de comprendre et appréhender toutes les facettes du métier de psychologue, qu'il soit clinicien ou non. Et il va falloir, il va falloir rendre un rapport de stage si vous faites un stage. Et il va falloir faire part de votre expérience au sein d'une institution, établir des liens entre la théorie et la pratique et formuler ce que vous avez apporté, enfin ce que vous a apporté le stage et ce que vous avez apporté au stage. Du coup, moi, je vais répondre à la question de savoir quelles étaient les notes qu'on a eues en licence et en particulier dans notre spécialité. Donc déjà, il faut savoir qu'autant qu'on est là, il n'y en a aucun qui a le même dossier et qui a eu les mêmes notes et pour autant, on a tous été pris. En moyenne, du coup, à la licence, les notes, elles varient entre 11 et 15,5 de moyenne générale et pour la clinique, entre 9 et 19. Donc voilà. Alors, du coup, je vais aussi vous présenter l'importance de choisir son TER. Donc déjà, pour commencer, c'est hyper important de choisir un sujet qui nous plaît. C'est vraiment un gros investissement de temps, un investissement d'énergie. C'est vraiment pas facile de faire sur un sujet qui nous passionne pas vraiment. On a besoin vraiment d'être investi. Donc, ça peut permettre aussi d'enchaîner sur un mémoire. Donc, on peut clairement changer de sujet, mais c'est quand même plus facile pour la transition. Et c'est très important aussi dans les entretiens, que ce soit en master, en stage ou même au niveau professionnel. On va vous poser des questions dessus. En tout cas, c'est une possibilité. Donc, il faut choisir quelque chose qui nous plaît, sur lequel on est à l'aise. Donc, c'est bien d'être passionné dessus et d'avoir envie d'aller plus loin dessus. Bon, maintenant que j'ai dit ça, donc, je ne vais absolument pas revenir sur ce que j'ai dit, mais si jamais vous avez l'opportunité de travailler avec Madame Bouter, Monsieur Jimenez ou Monsieur Bonnet, donc ils dirigent ce master, hein, c'est eux qui ont un grand pouvoir de décision dans l'acceptation des dossiers pour vous venir, ça va aider. Ça va aider si vous faites une bonne impression, si vous avez l'occasion de les voir, de leur parler, ça aide beaucoup pour l'entrée. Et ça peut être aussi intéressant, quitte à adapter un peu son sujet pour tomber sur les leurs, de dévier un peu pour retomber avec eux. Un exemple tout bête, moi j'aimais beaucoup le trauma et pour me mettre avec du coup Madame Bouter, j'ai décidé de travailler sur le trauma vicariant, donc le trauma des professionnels, et je sais que ça a joué aussi dans mon acceptation dans ce master. Alors moi, je vais vous répondre à la question, quels sont les changements par rapport à la licence? Alors, le truc qui est flagrant, c'est le nombre d'étudiants. En licence, on est des centaines. En master, on est à tout casser 55 avec les redoublants de l'année dernière, donc une promo de 50 à peu près. On est vachement plus proche des profs, et des élèves du coup, puisqu'on est moins nombreux. Donc il y a plus de solidarité entre les étudiants. Et concernant les cours, il y a plus de pratiques dans les cours et on a beaucoup plus d'exemples cliniques. Les profs s'attardent bien plus sur les exemples cliniques. Alors moi, je vais vous parler des UE qu'il y a au semestre 6, donc de licence 3. Donc vous allez avoir plusieurs options à choisir. Pour le Master 3PC, il est primordial que vous choisissiez les 2 UE que Christian Bonnet dirige, c'est-à-dire la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent et psychopathologie de l'adulte. Donc, il vous le redira en cours, mais c'est vrai qu'il a répété plusieurs fois que ceux qui souhaitaient rentrer dans le Master 3PC, c'était bien qu'ils choisissent ces UE et qu'ils obtiennent de bonnes notes au dossier qu'il faudra rendre. Ensuite, il y a l'UE méthode des groupes. Donc, c'est une UE qui va vous présenter le groupe, donc avec une approche sociale et une approche clinique. Donc, il faudra que vous choisissiez le groupe clinique.
Après, il y a l'UE entretien clinique, donc c'est une UE dans laquelle vous allez, en TD, vous allez faire des simulations, donc avec un psychologue, un patient. Donc vous allez jouer plusieurs scènes avec par exemple un patient qui a des troubles addictifs, une personne âgée, un adolescent. Donc c'est très intéressant aussi pour la pratique. Ensuite, il y a aussi l'UE étude de cas et l'étude de neuropsychocognitive. Donc même si le nom, il n'y a pas vraiment la clinique qui revient, mais c'est une UE dans laquelle on va travailler sur la schizophrénie et sur l'autisme. Donc pour le Master 3PC, ça peut aussi être très intéressant. C'est à moi. Donc moi, je vais vous parler de comment est la sélection en master et plus précisément comment on s'est préparé tout au long de la licence pour avoir le meilleur dossier possible. Donc déjà, l'une des choses un peu basiques mais qui ne fait pas forcément tout, c'est quand même de bien travailler pour avoir les meilleures notes possibles. Ça aide toujours dans le dossier, même si on a pu montrer juste avant que ce n'était pas forcément rédhibitoire si nos notes ne sont pas forcément extraordinaires. Se faire connaître des profs, hyper important, on en a parlé aussi avant par rapport au TER. Donc il ne faut pas hésiter à parler en cours, à poser des questions, à envoyer des mails aux profs. Bien sûr, il faut que ça reste pertinent, parce que si c'est se faire voir pour se faire voir, c'est pas très utile. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est de faire des formations qui sont en lien avec ce qu'on va faire plus tard. Donc, il y a pas mal de sites internet qui proposent de faire ces formations gratuites. Ça demande du temps, mais ça peut valoir vraiment le coup. Personnellement, j'ai fait une formation payante, mais ça m'a beaucoup aidé. Déjà personnellement, et puis en plus, dans le dossier, c'était pas mal. Et enfin, on en a parlé avant, mais c'est vraiment quelque chose d'assez important pour maximiser le dossier, c'est de choisir un bon, enfin, pas un bon, mais choisir un prof référent de TER qui peut avoir du poids dans le master. Donc, on a cité les noms juste avant, je ne vais pas les reciter. Et donc, d'avoir une super note en TER et dans le PPS, c'est aussi l'une des premières choses. Par exemple, moi, je suis passé avec M. Jimenez en entretien et c'est la première question qu'il m'a posée, mes notes en TER et en PPS. Bon, maintenant, on va parler de la sélection en master. Donc, moi, je vais répondre à la question, dans combien de masters avez-vous candidaté? Alors, pour ma part, j'ai candidaté dans bien bon une vingtaine de masters. Mais certains élèves ont candidaté dans beaucoup moins, certains 2, 3, 5 ou 10. Donc, c'est une question qui dépend de beaucoup de facteurs, qui eux-mêmes dépendent de vous. Par exemple, un des facteurs qu'on peut citer, c'est la ville où se situe le lieu où se situe le master, parce qu'il faut que vous puissiez vivre là-bas, que vous vous sentiez d'aller vivre là-bas. Et surtout, le plus important, c'est de prendre en compte l'intérêt que vous portez à un master. Quelle spécialité vous voulez choisir. Donc, il faut bien se renseigner sur les masters. Les universités, sur leur site, elles donnent les plaquettes explicatives de chaque master. Et donc, grâce à ces plaquettes, vous pouvez choisir quel master vous préférez et donc les sélectionner. Et choisir ceux qui correspondent le plus à vos intérêts et à vos objectifs de carrière. Mais il faut savoir que la sélection, elle est compliquée, qu'il y a beaucoup de demandes pour pas beaucoup de place. Et donc, pour ma part, je vous conseille de postuler à un maximum de masters. Des masters, bien sûr, qui appartiennent à votre spécialité. Donc, si vous voulez rentrer en 3PC, vous visez des masters psychologie clinique et psychopathologie. Mais des masters qui peut-être vont moins vous intéresser, mais qui vont pouvoir peut-être vous offrir une place en master. Donc, il ne faut pas faire l'économie d'autres masters qui vous plaisent un peu moins, quitte à se réorienter et réessayer l'année suivante de rentrer dans le master qui vous intéressera le plus. Parce que une première année de master, ça fait toujours une expérience et des acquis. Donc, je vais vous décrire un peu plus la sélection, donc comment elle se passe. Déjà, il faut savoir que c'est administrativement très lourd. Il y a beaucoup de formulaires, il y a des CV à faire, des lettres de motifs qu'il faut personnaliser à chaque fois selon les universités où on postule. Il y a aussi certaines universités, dont celle-ci Aix-en-Provence pour le Master 3PC, qui demandent de faire une hiérarchie dans le choix des masters.
c'est hyper important, quitte à faire les faux culs, quitte à faire semblant, voilà, de bien mettre en premier 3 PC, expliquer pourquoi. Et surtout, c'est très bien de mettre d'autres choix de master que vous avez postulés. Mettez des choses qui ont un lien. Ne commencez pas à mettre un truc de clinique, un truc de social, un truc de cog. Bah, ça n'a aucun sens, quoi. Et même des fois, bon, ça c'est bien, ça sort pas trop non plus, mais je sais qu'entre PP et PPPC, c'est un peu la guerre. Et je sais que j'ai certains professeurs qui m'ont conseillé de ne pas mettre beaucoup de masters de psychanalyse quand j'étais en PPPC ou beaucoup de masters un peu intégratifs, un peu humanistes, si jamais je voulais postuler en PP. Bon, après, c'est pas une règle fixe, j'ai postulé aux deux, j'ai été pris aux deux, il n'y a pas eu de guerre là-dessus. Mais bon, ça peut être des fois pas mal d'éviter un peu ces pièges, quoi. Et puis après, voilà, il y a le dossier. Ensuite, il peut y avoir des tests écrits dans certaines facs. On peut vous demander ça, des genres d'exercices à faire. Et pour certaines, il y a du coup des entretiens, comme en 3PC par exemple. Bon, après, je sais qu'il y a beaucoup de facs pour lesquels il n'y a pas eu d'entretien à cause du Covid. Mais bon, 3PC, on a fait un entretien en visio quand même. Donc, il faut se préparer à ça aussi, c'est important. Et puis, ouais, c'est un peu relou avec les outils informatiques qu'il faut maîtriser, mettre en forme, faire un beau CV, pas hésiter à aller sur Internet, à faire sur des sites, et on vous en reparlera plus tard. Alors, du coup, moi, je vais vous parler de quoi mettre dans le CV. J'ai oublié un truc. Vas-y. Pardon. Et oui, extrêmement important, le plus gros truc que j'ai oublié de dire pour la fin, c'est les dates des ouvertures des masters. Vraiment, je vous conseille, faites un dossier Excel avec tous les masters que vous voulez, avec toutes les dates d'ouverture, de fermeture. C'est extrêmement important. Ma première sélection, je me suis fait avoir, j'ai loupé tous les masters que je voulais avoir parce que là, ils étaient tous fermés, je n'ai pas pu postuler. C'est vraiment primordial, vous ne faites pas avoir là-dessus, vous allez perdre 1 an pour rien. Vraiment, faites attention à ça. Non. Du coup, moi, je vais vous parler de quoi mettre dans le CV. Donc, n'oubliez pas de mettre tous vos stages, toutes vos formations, tous vos travaux saisonniers, les expériences bénévoles, les loisirs, les passions. Alors, attention, il ne faut pas se faire piéger parce que bon, les profs, ils y ont accès. Donc, ils vont peut-être vous poser des questions dessus. Il faut être au clair avec ce que vous avez fait. Le CV, il ne faut pas non plus qu'il soit surchargé. Donc, il faut qu'il reste quand même lisible. Alors, il faut faire l'effort d'aller sur un site internet pour avoir une page de CV qui soit qualitative. Ensuite, tout ce qui est conférences comme les conférences de l'AFPAC, toutes les formations que vous avez pu faire en ligne, tout ça, mettez-le sur le CV. Ça prouve que vous êtes intéressé. Donc là, pareil, attention, c'est pas un truc que vous avez fait comme ça. Il faut quand même être au clair avec parce qu'on peut avoir des questions dessus. Moi, j'ai eu des questions dessus à l'entretien. Alors donc, faut sortir du lot, faut être original, faut se démarquer par le fond et la forme. Et je pense que mettre une photo, ça fait toujours une bonne impression. Et bon, par contre, il faut bien rester honnête, hein, n'inventez pas, ne mettez pas des trucs que vous n'avez pas fait, parce que si on vous pose la question, ça sera tant pis pour vous. Moi, je vais vous parler de la lettre de motivation. Donc, pour le CV, c'est pareil, il faut rester honnête. Donc, dans votre lettre de motivation, la base, c'est qu'il y ait votre parcours, que ça récapitule vos expériences professionnelles et aussi les formations ou le bénévolat que vous avez pu faire. Pour que ça fasse un peu la différence et que ce ne soit pas une lettre bateau, il faut préciser ce que vous en avez retiré de votre parcours, de vos expériences, de ce bénévolat. Il faut rapprocher les aspects théoriques avec la pratique et préciser en quoi ça vous a servi dans votre licence et en quoi ça pourrait vous servir dans votre futur master. Donc, certaines facs vont aussi vous encourager à parler de vos stages, mais aussi de vos TER et surtout le sujet que vous avez choisi. Important, il faut que vous présentiez dans votre lettre de motivation votre projet professionnel. Il va falloir amener du personnel. Donc, il faut dire pourquoi vous voulez faire ce métier et ce qui peut vous apporter et ce que vous pouvez apporter à ce métier. Il va falloir aussi préciser pourquoi ce master vous plaît et pourquoi pas un autre. Donc, il faut le connaître. Et parce que des masters ont certaines particularités. Et il faut connaître la particularité parce que c'est souvent ça qui vous intéresse dans ce master. Et des fois, les professeurs vous demandent ça.
Alors, la lettre de motivation, c'est un exercice compliqué parce qu'il faut qu'elle soit attractive et synthétique. Donc, il faut que vous casiez tout ça dans une page. La plupart des facs demandent ça. Et certaines autorisent 2 voire 3 pages. Alors moi, je vais répondre à la question, avez-vous fait d'autres stages, des expériences de bénévolat ou des formations? Donc, c'est pas un prérequis pour la sélection. Par contre, c'est fortement conseillé et il faut le mettre en avant si vous avez des expériences de ce genre, surtout pendant l'entretien et dans la lettre de motivation. Donc dans la promo, on a tous des profils très différents, mais la majorité d'entre nous, on a des expériences de bénévolat, des stages en dehors des stages obligatoires en licence, des jobs étudiants, des expériences dans l'humanitaire, des services civiques, des formations en psychologie. Donc ça appuie toujours le dossier, même si c'est pas un prérequis. Et c'est important quand même de le faire par conviction et pas juste pour la sélection parce que c'est quelque chose qui se ressent. Et il faut pouvoir être capable d'expliquer pourquoi on a fait ces choix et pourquoi pouvoir expliquer ce que ça nous a apporté comme expérience, ce que ça nous a donné envie d'explorer ou non d'un point de vue psychologique, etc. Donc voilà. Alors, moi, je vais répondre à la question comment se déroule l'entretien et quelles questions on vous a posées. Ça, déjà, pour commencer, en fait, ça dépend énormément du jury avec lequel on passe. En ce qui me concerne, moi, je suis passé avec Monsieur Bonnet et j'ai eu aucune question sur les concepts théoriques. Par contre, je sais que d'autres candidats ont dû des questions très poussées sur les différents concepts. Puis, la première question qu'on m'avait posée, c'était par rapport à mon choix théorique. Donc, en fait, par rapport à mon référentiel avec lequel je souhaite travailler à l'issue de mon master. On m'a posé des questions sur mes stages un peu cliniques en L2 et en L3. Et puis, M. Bonnet a beaucoup insisté sur mon projet professionnel et en quoi le Master 3PC peut en fait justement m'aider à atteindre cet objectif. Et puis, on m'a également posé des questions sur mon TER de L3, sur le mémoire que je comptais soutenir justement en master. Si j'ai postulé à d'autres masters, là déjà aussi, ça ne sert à rien de mentir et de dire non, c'est pas vrai, parce que bon, tout le monde va postuler à plusieurs masters. Et en fait, le plus important, c'est que en fait, les autres masters auxquels vous postulez, que ça soit cohérent en fait avec le programme du 3PC. Comme ça, au moins, le jury il va savoir que vous savez ce que vous voulez. Puis, de manière générale, en fait, c'est important que toutes vos réponses soient cohérentes. Donc, en fait, les stages que vous avez faits, la thématique du TER de L3, de master, si vous en avez déjà des idées. Et puis aussi, ça rejoint un peu ce que Thomas il a dit sur le choix de l'enseignant en fait, qui va encadrer votre TER. Donc là, vraiment, il faudra prendre plutôt quelqu'un qui a du poids dans la décision. Mais après tout, il faudra choisir une thématique qui vous intéresse. Et voilà. Donc, du coup, moi, je vais vous présenter le master dans lequel on est, donc le master 3PC. Du coup, c'est un master clinique qui est hyper axé sur la psychopathologie. Il se veut plus ou moins intégratif. Là, pour le moment, du coup, on n'est qu'à la moitié du premier semestre, donc on n'a pas encore eu toutes les UE. Mais pour l'instant, on a beaucoup de cours en commun avec les PP. Donc, on a un semestre qui est très, très axé sur la psycha. Après, on voit quand même d'autres paradigmes, donc c'est super intéressant. Et au prochain semestre, on pourra choisir des options pour se spécialiser, du coup, et approfondir les approches paradigmatiques qui nous intéressent. Donc, du coup, voilà, globalement, on n'est qu'au début encore, mais ça se veut quand même assez riche en contenu, mais très axé sur la psychopathologie en elle-même. Micro. Ton micro. Oui, mon micro. Je vais vous parler de la finalité de... Je suis dans une grille où on nous voit tous. C'est pas Okay. grave, hein. C'est bien aussi. Hein. Allez, vas-y, Benjamin. Allez, c'est parti. Donc moi, je vais vous parler de la finalité de ce master. Donc il faut savoir qu'à la fin, on va avoir un diplôme de psychologue qui va être décerné et non pas de psychologue clinicien. Donc on n'est pas obligé de travailler en tant que clinicien. On peut tout à fait travailler en tant que psychologue du travail ou social. Mais il faut savoir que les cours sont très axés en psychopatho. Donc il y a des notions qu'on n'aura pas dans les autres domaines. Et ça, si vous voulez changer, ça sera à vous de vous former
avec des formations sur ces autres thématiques. Alors, moi, je vais répondre à la question de savoir, de retranscrire un peu le vécu personnel qu'on a en début de M1. Alors, sur le plan du travail, on a beaucoup de dossiers à rendre dans quasiment toutes les matières. On a deux dossiers partiels sur table en fin de semestre, qui sont des partiels communs avec un ou plusieurs masters, déonto avec tous les masters 1, et psychopatho-psycha qu'on a en commun avec le master PP. Et il y a aussi beaucoup d'exposés à faire pour les... En fait, quand c'est pas un dossier, c'est un exposé. Pour les stages, il faut faire attention, surtout si vous vous mettez à chercher une promesse de stage dès maintenant pendant votre L3, parce que les emplois du temps changent toutes les semaines. Donc, vous n'avez pas un jour banalisé ou 1 ou 2 mois banalisés. Faut vous débrouiller avec les emplois du temps pour avoir une journée, genre le mardi une semaine et le jeudi la semaine d'après, ou trouver un jour où vous pouvez être toutes les semaines en stage. Concernant les exposés, je n'ai pas précisé, il faut aussi faire attention parce que du coup, entre le stage, les dossiers, les exposés, il faut trouver le temps de s'organiser à plusieurs parce que tout le monde n'a pas le même emploi du temps. Donc, il faut que tout le monde puisse être disponible en même temps pour réaliser les exposés qui sont à 3 ou 4. Alors moi, je vais répondre à la question comment bien anticiper et préparer le stage de Master 1. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de vous y prendre à l'avance. Donc, quand on dit à l'avance, c'est en avril, mai, juin. Ça vous permettra de pouvoir le commencer assez rapidement, c'est-à-dire en septembre ou en octobre. On sait que c'est pas facile parce qu'en mai, en juin, on est en plein dans les sélections, on est en plein dans les candidatures. Donc, c'est pas facile de prendre ce temps pour appeler, pour se déplacer dans les structures, mais c'est un temps qui vous permettra de choisir votre lieu de stage et d'avoir plus de possibilités, puisque il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui cherchent un stage aussitôt. Donc voilà, ça vous permettra de le réaliser dans une structure qui vous intéresse, avec une population qui vous intéresse aussi. Ce qu'on peut vous conseiller aussi, mais ça peut être fait ou pas, c'est de faire votre stage dans le lieu où vous allez pouvoir trouver des sujets pour votre recherche de Master 1. Donc ça vous fera gagner du temps et ça sera plus pratique pour vous. Donc, pour la recherche de stage, vous pouvez d'abord commencer par chercher dans les structures qui vous intéressent et qui sont à proximité de votre domicile. Donc, ça vous permettra de réduire la fatigue. Donc, les transports en commun, c'est une fatigue qui est inutile. Et ça vous permettra aussi de ne pas perdre de temps. Parce que, comme l'a dit Morgane au-dessus, on a beaucoup de dossiers à rendre, on a quand même beaucoup d'exposés. Et on a quand même donc pas mal de travail à faire. Donc, si vous pouvez éviter de perdre du temps dans les transports, ça peut être toujours plus intéressant. Donc, si passé un certain temps, vous ne trouvez pas de stage près de chez vous et dans un lieu qui vous intéresse le plus, vous pouvez élargir peut-être vos choix et élargir aussi votre zone géographique de recherche. Donc, aller chercher un peu peut-être dans des grandes villes ou un peu plus loin. Donc, une fois que vous avez trouvé votre stage, ce qui est intéressant, c'est de se renseigner sur l'institution. Donc, par exemple, moi, j'ai été prise au centre hospitalier Val-Vert à Marseille. Et en me renseignant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de contention avec les patients. Donc, ça, je trouve que c'est très intéressant parce que pour un hôpital psychiatrique, c'est quand même atypique. Et ils travaillent aussi beaucoup depuis des 40 ans avec la clinique institutionnelle. Donc ça aussi, ça vous permet de faire quelques recherches sur la clinique institutionnelle, les auteurs qui en ont le plus parlé. Donc c'est toujours intéressant avant de commencer un stage et d'intégrer une équipe, de savoir où on va mettre les pieds. Et un petit conseil, ça c'est peut-être plus personnel, c'est de se munir d'un carnet afin de prendre des notes. Donc vous pouvez prendre des notes toute la journée par rapport aux entretiens, aux réunions. Et vous pouvez, et c'est surtout le carnet, l'intérêt, c'est l'après-coup en fait. Le carnet va vous permettre de revenir
sur ce que vous avez vécu, de noter des choses que sur le moment présent, vous n'aviez pas forcément pensé. Et c'est aussi très intéressant pour votre rapport de stage que vous allez devoir rédiger donc tout au long de l'année. Donc, ce carnet va vous permettre de faire des retours en arrière sur ce que vous avez vécu, par exemple, en septembre, en octobre, ou voilà. J'ai le temps ou pas avant que ça coupe? Bah oui, de 3 minutes, ouais. Ouais, Comme tu le sens, sinon on redémarre. on va essayer. Alors du coup. Donc du coup, moi je vous... Ah merde, attendez. Mon ordi l'a bloqué. Pardon. Alors moi je vais vous dire quelles sont les matières en M1. Alors on a psycho fondamental, donc qui va décliner en 3 matières distinctes, enfants, adultes et groupe. Ensuite, on a une autre psychopatho fondamentale, donc de psychanalyse, en lien avec le master de psychanalyse. Et méthode projective, donc là pareil, en lien avec le master de psycha. Ensuite, on a bilan clinique. On a aussi méthodo, index, biblio et méthode de recherche. Donc, ça va être 2 UE qui vont être une aide pour faire la mémoire. Ensuite, on a déontologie qui va être en lien avec tous les autres masters de psycho. Donc là, on va voir tout ce qui touche à l'éthique, la déontologie du métier de psychologue et la recherche en psycho. Ensuite, on a toujours l'anglais. Donc ensuite, moi, personnellement, j'ai choisi les créneaux donc, des UE en fonction de mon stage. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont choisir plutôt en fonction des professeurs, de ceux qui préfèrent. Alors, je trouve ça beaucoup mieux parce que, donc, pour en avoir fait l'expérience, je me retrouve dans des créneaux qui m'arrangent par rapport à mon stage, mais je me retrouve parfois avec des professeurs qui ont des approches différentes de ce que je voulais faire. Donc, en plus, on ne voit pas les mêmes choses selon les groupes. Donc là, par exemple, le groupe de Madame Rouvier, vous verrez, c'est plutôt une approche humanisme, alors que l'autre groupe avec Monsieur Bonnet, ça va être plus de la psychanalyse, donc c'est vraiment différent. Ah oui, donc ça, c'est vraiment les matières du semestre 7. Donc on n'a pas encore vu les matières du semestre 8, forcément. Mais si vous voulez les consulter, ils sont sur la plaquette. Bonjour ou bonsoir, je m'appelle Manon Ardouin. Je suis étudiante à Aix-Marseille Université et en Master 2 de 3 PC, donc psychopathologie, psychothérapie et psychologie clinique. Je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées pour la soirée des masters de Aix, en commençant par donner des réponses plutôt axées pour les licences, ensuite plutôt axées sur la sélection, ensuite vraiment axée sur le master. Donc, dans un premier temps, on me demande quelles étaient vos notes en licence, et en particulier dans votre spécialité. Donc j'ai ouvert mon dossier et en première année, j'avais 11,8 de moyenne générale avec 13 sur 20 en clinique. Donc pas incroyable, franchement. En deuxième année, j'avais 12,3 de moyenne générale et en clinique, j'étais à 15,6 sur 20. Donc là, c'était divisé en 2 épreuves, une écrite et un dossier. Et enfin, en troisième année, je me rappelle avoir eu, je crois que j'avais 13 sur 20 en licence et psychoclinique, pas du tout, 11,4 sur 20. Donc comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir forcément 15 tous les ans pour pouvoir rentrer en clinique. Deuxième question. Quels types de stages sont valorisés pour y entrer ? On parle beaucoup des stages en psychiatrie. C'est très demandé, notamment dans les masters, de faire au moins un stage psychiatrie enfant et un stage psychiatrie adulte. Mais en fait, ce qu'il faut pour rentrer en master, c'est d'avoir un stage tout simplement avec une psychologue clinicienne, en institution ou pas, mais il n'y a pas de stage plus valorisé que d'autres, enfants, adultes, tant que c'est concordant avec votre projet un peu professionnel en clinique de façon générale. Moi j'ai été en néonatologie en troisième année et pourtant c'est pas du tout vers ça que je me destine, pourtant c'est passé. L'important c'est de réussir à justifier aussi les choix. Ensuite, quel TER faut-il choisir ?
De la même façon, en fait, il faut être cohérent. Il faut faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui va nous motiver toute l'année. Donc, pour le travail d'études et de recherche, faut pas y aller au hasard. Je pense qu'il faut être vraiment en cohérence complète avec ce qu'on aime. Et puis, à partir de là, ça passe, quoi. Quels sont les changements par rapport à la licence? On a beaucoup moins d'heures de cours. C'est beaucoup de formation par nous-mêmes, avec des bouquins, avec des vidéos, tout ça. Et puis beaucoup d'heures réservées au stage aussi quand même. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au premier semestre de M1, il me semble que j'ai eu 2 partiels. Un partiel de déontologie et un partiel de psychopathologie. Et après, le reste, c'est du contrôle continu avec des dossiers. Mais on n'a plus de partiels sur table, quoi. Oui, c'est ça aussi qui change beaucoup dans ce master-là, c'est qu'en fait, on a un peu l'impression qu'une fois que vous avez été sélectionné, ils considèrent que vous allez être psychologue et que ça sert plus à rien de mettre de notes pour une forme de compétition où le meilleur arrivera premier. Là, c'est vraiment une formation et vous prenez tout ce que vous pouvez prendre. Quel UE au semestre 6 faut-il choisir ou est-il préférable de choisir selon vous pour mieux appréhender le master demandé? Encore une fois, il faut que ce soit cohérent en fait avec votre projet de master. Donc si vous avez plein si vous avez plein de matières cliniques, ça passe beaucoup mieux que si vous avez une matière neuro, une matière développement parce que vous savez pas trop ce que vous voulez. Là, je peux vous prendre du coup par rapport à mon dossier en licence 3. Ah non, on peut pas. Si, on peut voir. Voilà, j'avais psychopathologie de l'enfant, psychopathologie de l'adulte, entretien clinique et méthode des groupes. Je sais plus si c'est des options mais il me semble que tout ça n'est pas obligatoire. Donc tout ça, c'est quand même assez cohérent par rapport à mon projet de faire de la clinique. Comment est la sélection en master? Alors, déjà moi, je savais que je voulais faire ça. Donc j'ai essayé tôt de faire des stages non obligatoires. J'en ai fait... Bon, finalement, j'ai réussi à en faire qu'un parce que c'est très difficile de les obtenir sans être pistonnée. J'ai fait un stage en psychiatrie en 2e année. Ensuite, pareil, toujours être cohérent, toujours être aussi beaucoup en discussion avec les profs qui connaissent votre tête, qui voient que vous avez un bon contact. Ça peut être super si vous postulez un master dans votre fac. Comment est la sélection en master? C'est large comme question. Ils aiment bien aussi tout ce qui va être bénévolat, tout ce que vous allez faire à côté en fait, qui montre que vous voulez travailler dans le social et que c'est ça qui vous plaît. Je sais pas quoi dire de plus. Ensuite, oui, bien sûr, il y a les dossiers à faire. Dire comment est la sélection en master. Oui, il y a une grosse partie qui est sur les dossiers, donc les lettres de motivation, CV. Les lettres de motivation, c'est très, très compliqué à faire. Je sais moi, je l'ai faite avec l'aide de pas mal de sites internet pour réussir à faire quelque chose de cohérent. Et en fait, j'ai essayé de trouver une logique à tout mon parcours en disant, mais voilà, j'ai bossé avec telle population dans ma vie, j'avais travaillé en EHPAD, j'avais travaillé avec des ados, j'avais travaillé avec les bébés en néonat, et du coup, ça me permet de voir un peu ce que j'aime, et être un peu plus précis. Donc je passe direct à la partie sélection. Je vais faire une autre vidéo. Ok, vidéo number 2. Pour la sélection, dans combien de masters avez-vous candidaté? Alors, moi mon but, pour des raisons personnelles, c'était de rester quand même dans le sud. Donc j'ai fait mes études, toute ma licence à Aix. Donc j'ai postulé à Aix, à Grenoble,
à Montpellier. Il me semble que c'est tout. Oui, parce que Lyon, c'était psychanalyse et c'est pas ce qui me plaît. Donc, j'ai postulé à 3 masters différents. Comment s'est déroulée votre sélection? C'était très difficile. C'est un moment qui est très stressant, très anxiogène. Il y a des moments de doute, des moments où on arrive à se sortir complètement la sélection de la tête, et puis en fait, on reçoit les résultats par mail, souvent désolé, mais non. Moi, j'ai été refusée partout à part à Aix. Grenoble, on se dit qu'on a une chance parce qu'on voit qu'on est sur liste complémentaire et en fait, on est 200e, donc pas de chance. Jusqu'à recevoir le Graal qui dit qu'on est accepté en entretien à Aix. Face à ça, donc j'essaie de me rappeler des chiffres, mais en gros, il y avait 1000 demandes, ils en prenaient à peu près 250-300 en entretien, et après 50 places. Une fois qu'on a reçu la lettre, on se prépare à l'entretien, donc on se prépare aux questions typiques qu'on peut poser. Moi, on m'a demandé qu'est-ce qui fait que vous allez être une bonne collègue d'ici 2 ans, qu'est-ce que vos stages vous ont apporté. Oui, c'est les questions que j'ai en tête. Une fois qu'on sort de cet entretien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui attendent, qui passent avant nous, après nous. C'est très difficile. Et on attend le mail de confirmation qui est arrivé très vite, qui est arrivé, il me semble, le lendemain ou le surlendemain. Qu'avez-vous mis en avant dans votre CV et dans votre lettre de motivation? Moi, j'ai mis en avant mes expériences, mes expériences de façon générale qui ont fait que la psychologie et particulièrement la clinique, ça m'attirait, enfin plus que ça m'attirait en fait, c'était vraiment vers ça que c'était la seule chose que je voulais faire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai essayé de trouver un fil conducteur où j'ai commencé quand j'étais au lycée, j'ai bossé en EHPAD, ensuite j'ai fait un stage en psychiatrie, ensuite j'ai bossé en orphelinat, ensuite j'ai fait quoi? La néonate. Donc ça m'a permis de voir plein de populations en fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir dire c'est ça que j'ai préféré. Dans mon CV aussi, la même chose en fait. La lettre de motivation, ouais, ça c'est vraiment trouver un fil conducteur et de dire pour toutes ces raisons en fait, je veux faire ce master là. Voilà, du coup, avez-vous fait d'autres stages bénévolat, formation? Ça allait un peu avec toutes les questions au-dessus. Je fais pas mal de bénévolat. Alors certes, ça m'apporte beaucoup, mais c'est vrai que pour le dossier, c'est aussi pas mal. Comment se déroule l'entretien? Quelles questions vous aurez été posées? Avez-vous des conseils pour la sélection? Pour la sélection, ne vous y prenez pas au dernier moment pour faire vos dossiers, parce que c'est sur e-candidat, donc c'est un site internet. Et il y a plein de dates différentes. Pour tel master, ça va être telle date, on vous demande ça. Pour un autre master, ça va être d'autres dates, on vous demande d'autres trucs, on vous demande de rédiger. À Lyon, je sais qu'ils vous demandent de rédiger un dossier, un cas clinique, je crois. Enfin, c'est un truc monstre. C'est pas juste des photocopies du baccalauréat, quoi. Donc, prenez-vous-y à l'avance. Pas trop de stress, même si c'est compliqué, mais dans tous les cas, il y en a beaucoup qui retentent l'année suivante et qui réussissent aussi. Si vous réussissez à faire quelque chose de votre année, quoi. Voilà. Et puis les notes, franchement, les notes sont pas tant discriminantes que ça, quoi. C'est pas parce que vous avez 12 que vous allez pas réussir. Je me souviens d'un gars qui avait été pris en entretien et il avait 9 de moyenne. Pas général, mais à la matière pour son master, et il est quand même passé en entretien, quoi. L'entretien n'a pas abouti à
une réponse positive, mais son dossier était passé. Je passe à la 3e vidéo. Ok. Alors, maintenant c'est présenter le master auquel vous faites partie. Comment dire? Alors, le master, il est en plusieurs parties. Donc, il y a la psychothérapie, psychopathologie et psychologie clinique. En fonction des thérapies que vous préférez, si vous êtes plus dans l'analytique, dans les TCC, dans l'humanisme, on peut faire tout ça dans ce master. Simplement, le semestre 1 du M1, il est très axé psycha. Donc il faut pas trop avoir peur. Moi je sais que c'est pas ma cam, mais je sais pas c'est quoi. C'était franchement pas le fun, mais il faut passer par là et il est couplé. En fait, le premier semestre, il y a beaucoup de matières qui sont couplées avec le master PP, donc psychanalyse. Donc oui, au niveau des psychothérapies, on nous présente plein de psychothérapies différentes, de groupes, seuls, d'individuels, TCC, tout plein comment dire, d'outils. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Psychopathologie, on fait beaucoup de psychopatho, donc réussir à détecter les pathologies, quoi, et les connaître. Et psychologie clinique, c'est ça. Je trouve qu'il est vraiment complet. Après, on a quand même quelques soucis dans le master, mais comme dans beaucoup. Particulièrement dans l'organisation, on se retrouve très souvent sans salle, avec les profs pas au courant, mais sinon dans la qualité des interventions, c'est quand même très 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 complet. Quelles sont les finalités de ce master? Vous sortez avec le titre de psychologue clinicien. Vous pouvez travailler dans tout. Vous pouvez travailler en libéral, même si c'est pas trop conseillé en sortant d'ouvrir un cabinet tout seul tout de suite. Vous pouvez travailler à l'hôpital, vous pouvez travailler en privé, tout ce que vous voulez. Que faut-il mettre en avant dans la lettre de motivation lors de la candidature? Moi, je pense que ce qui a fait la différence, je lisais la question, mais c'était la question. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ma lettre de motivation? Je pense honnêtement que c'est mon expérience de bénévolat au Népal, donc dans un orphelinat. En fait, c'est pas un truc isolé, c'est un truc que je fais. Je suis retournée souvent et en fait, c'est mon projet professionnel de travailler avec les populations en grande précarité et qui souffrent de psychotrauma. Donc forcément, c'était logique, quoi. Je partais pas en vacances, je partais aussi pour me faire pour rouler ma bosse, quoi. Et je pense que ça a fait la différence. Ensuite, la différence aussi, c'est que quand je suis arrivée en entretien, quand je me suis présentée pour le master, les professeurs me connaissaient déjà. Enfin, j'étais proche de une prof en particulier et parce que je travaille avec elle et parce que du coup, ce sur quoi je travaillais l'intéressait et c'est une supposition, mais je pense que ça peut aider. Ça aide de dire elle, son prénom, je le connais, je sais ce qu'elle vaut, ok, quoi. Demande de retranscrire un peu le vécu personnel en ce début de M1. Du coup, moi, mon M1, il y a eu le début du Covid, mais sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, la première partie du M1, le premier semestre, c'était assez compliqué parce que c'était beaucoup de psychanalyse, et moi, voilà. Et deuxième partie du M1, c'était génial parce que j'ai commencé mon stage avec une tutrice incroyable, j'étais en addicto. Je faisais des TCC, donc ça me plaisait énormément. J'avais du travail, mais franchement, ça se gérait bien. C'était plus difficile pour le mémoire.
Parce qu'en fait, quand vous faites votre mémoire et votre stage, c'est bien de faire les deux au même endroit. Pour la récolte de données en particulier, parce que moi, du coup, j'avais choisi de faire mon mémoire pas du tout en addicto, mais avec des jeunes migrants en France. Et en fait, ça a tout compliqué parce qu'il a fallu que je trouve, du coup, cette population-là à laquelle j'avais pas accès à mon stage. Donc, c'est bien aussi, ça vous simplifie la vie de faire avec la population que vous avez au stage. Donc ça m'a fait perdre du temps. Et puis, il y a eu le confinement, donc ça a été carrément annulé. Enfin, reporté. Gestion de l'emploi du temps, on est à peu près à, je dirais, 2-3 jours de cours par semaine et le reste, c'est pour le stage. Ouais. Comment bien anticiper, préparer le stage de M1 ? Déjà, demandez à votre tuteur ou tutrice, demandez-lui son champ de référence, parce que si vous êtes pro, j'en sais rien, en psychanalyse et que vous tombez sur une nana en TCC ou l'inverse, c'est pas du tout les mêmes langages, donc vous allez pas comprendre ce qui se passe. Si vous arrivez en TCC et vous parlez de névrose par exemple, ils vont pas comprendre. Donc moi je me suis préparée en lisant plein de livres de TCC pour savoir un peu de quoi on parlait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bon, c'est tout. C'est tout aussi. Je me suis aussi renseignée sur la dicto beaucoup pour pas arriver complètement sans rien connaître. Donc ouais, simplement réfléchir au sujet, quoi. Si vous êtes en addicto, si vous êtes avec les bébés, si vous êtes en psychiatrie, si c'est tout nouveau, quoi, il faut se renseigner, c'est normal. Quelles sont les matières de M1 ? Alors, pareil, en M1. M1 premier semestre. Psychopathologie, donc ça c'était de la psychanalyse. Méthode projective, donc c'est tous les tests, Rorschach, TAT, toutes les passations qui permettent d'avoir des résultats un peu où il y a une expression de l'inconscient, mais où en même temps on a de quoi faire, quoi, des tests de dessin par exemple. Psychopathologie fondamentale, là-dessus on avait groupe et individuel. Méthodologie de recherche, méthode quantitative et méthode qualitative, donc ça c'est pour la rédaction du mémoire. Bilan clinique et psychopatho, bilan clinique c'est apprendre à rédiger un bilan, tout ça, pour qu'il soit lisible par une institution. Déontologie et insertion, et anglais. Voilà. Ça, c'était pour le premier semestre. Et deuxième semestre, psychopatho fondamentale, méthodologie de recherche. Après, il y avait des options. Alors moi, j'avais pris psychothérapie humaniste. Je sais plus. Je passe, je réfléchis. Méthode projective, épreuve thématique et supervision de stage. Voilà. Je sais que dans les options, il y avait TCC, humanisme. Il me semble qu'il devait y avoir psychanalyse. Enfin, c'était psychanalyse, c'était mince. Pas du théâtre, mais du. Bon, je retrouverai. Voilà. En gros, c'était ça. C'était plus des psychothérapies. Ensuite, question suivante. Psychodrame. C'était du psychodrame. Quelle est la quantité de travail personnel à fournir ? Franchement, le mémoire, ça demande énormément de motivation, de clairvoyance, parce qu'on ne peut pas se lancer là-dedans sans avoir bien réfléchi à ce qu'on fait. Et du coup, ça demande beaucoup de lecture, ça demande beaucoup de réflexion.
Donc ça, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Il y a l'écriture du rapport de stage, c'est les 2 notes qui comptent en fait, hein, qui peut prendre aussi pas mal de temps. Après, comme on n'est plus pris par réviser ses cours pour avoir des partiels à la fin de l'année, on est plus libre, disons, de travailler sur ce qui nous plaît. Donc finalement, c'est un temps de travail personnel, c'est sûr, mais c'est quand même plus sympa parce que, on n'a pas besoin de retenir par cœur les choses, on n'a pas peur d'être évalué, c'est plus de la réflexion, les dossiers qu'on nous demande. 3e ou 4e vidéo. Donc, dernière vidéo, ça c'est pour les élèves en M2. Quelles sont les matières en M2? Que voyez-vous dans ces matières? Alors, en ce moment, qu'est-ce que j'ai? Tac. Anglais. En anglais, c'est publication en anglais pour les psychologues, donc c'est comment rédiger des publications sans faire d'erreur. Enfin, c'est de l'anglais, quoi, de façon générale. Le mémoire. Psychopathologie fondamentale. On a fait de la thérapie des psychoses. Donc, comment prendre en charge un patient psychotique. On a eu un cours sur la résilience, de la dicto, cours de praxéologie. Oui, la dicto, voilà. Ensuite, en méthode projective encore. Là, c'était le dessin de la famille. Ensuite, en humanisme, c'est un intervenant qui est génial, qui fait toujours sur 2 jours. En fait, on a 6 heures de cours par jour sur 2 jours. Et c'est comme une mini-formation sur une intervention en entreprise pour l'équipe, pour aider l'équipe à mieux travailler, parce que si jamais il y a un conflit. Donc c'est super intéressant. Ensuite, on a tissu institutionnel, ça c'est plus dans l'insertion professionnelle, réussir à comment trouver un travail, l'aide de motivation, emploi, tout ça. Voilà, j'essaie de regarder un peu mieux. Différents types d'écrits, officiels, non officiels, secret professionnel aussi. Et ensuite, on a dispositif individuel, et ça, c'est question d'imaginaire dans le dispositif individuel. Voilà, il y a plein de thérapies centrées sur la solution. C'est très très vaste. On a des études de cas et on essaye études de cas du coup très sans orientation, et puis on essaye en fonction d'une orientation narrative par exemple. Ça fait partie des psychothérapies qu'on étudie. Comment est-ce qu'on interpréterait ça si on était psychologue narratif, si on est psychologue TCC, comment on interprète ça, si on est psychanalyste, comment on interprète ça. Donc c'est super intéressant. Et voilà, pour l'instant c'est tout. C'est les matières. Je sais qu'au prochain semestre, on va avoir différentes options. Alors j'ouvre. Les options sont hypnose, thérapie narrative, psychodrame, jeu, dessin et médiation, et résilience assistée. Ensuite, dispositif, ça je crois que c'est au premier semestre, dispositif individuel et dispositif groupaux. C'est ce qu'on fait en ce moment. Voilà. Voilà, en gros, c'est les matières qu'on a. Faire un bilan de son M1 passé niveau cours et comment se passe le M2. Si je fais un bilan du M1, il y a des choses très positives et il y a des choses très négatives. En fonction des profs que je choisissais pour les supervisions de stage et pour le mémoire, il y a des profs, je ne donnerai pas de nom, mais il y a des profs qui vont être beaucoup, très très encadrants, qui vont donner qui vont avoir des exigences. Et il y en a beaucoup moins, où vous allez être un peu plus laissé, vous faites un peu ce que vous voulez. Et dans les 2 cas, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Si vous préférez travailler un peu seul, mais il faut en assumer les conséquences à la fin, il y a certains profs à choisir. Et puis si vous préférez travailler de façon très, très cadrée, il y a d'autres profs à choisir.
Après, les côtés très positifs, c'est que moi, j'ai choisi des profs qui me convenaient là-dessus, notamment pour le stage, où on a été suivi en supervision, même si on avait arrêté le stage, même si on était en confinement, et on continuait de recevoir des appels et c'était très, très intéressant, très nourrissant. Après, bon, je le répète, c'est un master où il y a des gros problèmes d'organisation et ça, c'est honnêtement pesant parce qu'on on se sent pas trop... comment dire? On se sent pas soutenu. On sait que c'est difficile d'être étudiant, on sait qu'on a beaucoup de travail et quand on envoie des mails et qu'on n'a aucune réponse, quand on en souffre un petit peu. En plus, bon, il y a des incohérences, il y a des choses où on va nous dire blanc et un autre prof nous dira noir. C'est la vie à la fac aussi, hein. Voilà, ce serait un petit bilan du M1. Comment se passe le M2? Comme on est en confiné, je sais pas quand vous aurez cette vidéo, mais comme on est pas trop à la fac en ce moment, ça va. Les profs sont là, on a la chance d'avoir aussi des étudiants qui prennent les choses en main, qui contactent les profs pour savoir si on a cours. Donc heureusement. Mais pour l'instant, tout va bien. Comment bien réussir son stage et son mémoire de M1? Les erreurs à ne pas faire ou les petits tips qui peuvent aider. Moi, je sais que j'avais postulé à l'arrache un peu. Je me suis présentée, j'avais pas de lettre de motivation, j'avais pas de CV. Je leur ai dit voilà, je veux faire mon stage chez vous. Je suis motivée, je suis pas complètement bête et je veux travailler avec vous. Et en fait, ma psy avait adoré cette façon de faire. Le culot, en fait, de me présenter, elle avait beaucoup apprécié. Et après, ce qui est difficile quand on s'entend bien avec sa tutrice, c'est aussi de garder un cadre et de rester pro, et on n'est pas copines, et voilà. Comment bien réussir son stage? C'est pour ça, garder un cadre, rester arriver à l'heure, ne pas se débrouiller pour partir tôt tout le temps. Voilà, on n'est pas payé, mais c'est du travail, et parfois on peut être tenté de dire là c'est un peu compliqué, j'ai beaucoup de routes pour venir, est-ce que je peux repartir un peu plus tôt, et c'est là que vous pouvez louper des trucs en fait. Et voilà, le stage c'est ça. Après, toujours être à l'écoute. Ça peut être compliqué parfois parce qu'on peut ne pas être d'accord avec son tuteur, on peut en vouloir plus et qu'on nous en donne pas assez. C'est frustrant, mais c'est aussi pour le bien du patient, donc il faut accepter. Et pour le mémoire, le mémoire c'est très difficile, c'est vraiment très difficile. Je pense que les cours un peu ennuyeux qu'on avait en licence sur les trucs un peu à la con, de comment rédiger une introduction, c'est très important de le garder parce qu'en fait après on se retrouve à aller googler comment rédiger une introduction, comment rédiger une problématique, parce qu'on sait plus faire, ou bien on n'est pas allé au cours. Et ça, je pense que c'est hyper important de rester dans la méthodologie en fait, parce que sinon moi je peux très vite, je sais, m'égarer, et parce que j'écris, je me rends compte mais où est-ce que je vais en venir, quoi. Et ça a pu m'être reproché, ou bien rester trop en surface et par défense, quoi, et par peur d'aller vraiment au fond du travail, d'être trop descriptif. Ça peut être une erreur aussi. Les tips, le site Scribbr, SCRIBBR, qui aide sur les normes, qui aide sur comment rédiger, si vous n'êtes pas allé au cours comme moi, une introduction, une problématique, un plan de mémoire. Parce que je sais que moi je travaille comme ça, ça va me rassurer d'abord faire ma page de garde, mon plan,
quitte à ce que je le respecte pas après, mais de savoir justement pour pas m'évader où je vais. Et ce site est vachement bien. On dit qu'il faut rédiger l'introduction et la conclusion en dernier. Et je trouve que c'est vrai, parce qu'en fait, si on la rédige en premier, une fois que c'est fait, on va plus vouloir la refaire. Et c'est dommage. C'est dommage, parce que franchement, on ne sait de quoi on parle vraiment qu'une fois que le mémoire est rédigé, en fait. C'est pas super comme conseil, mais c'est un peu la vérité. Voilà. Une bonne problématique, des bonnes hypothèses. Et ne pas avoir peur de pas démontrer, en fait, de dire à la fin, en fait, ça n'a pas fonctionné. J'avais tort. Et c'est pas grave. C'est pas du tout grave. Vous serez pas sanctionné d'avoir fait une étude qui prouve que vous avez tort. Ou en tout cas que vous invalidez vos hypothèses. Comment vous anticipez votre futur de psychologue diplômé? C'est très anxiogène et en même temps, là, en M2, on en arrive un peu tous à un point, à part ceux qui veulent faire des doctorats, on en est tous à un point où on veut que ça se termine, quoi, la vie d'étudiant. On est en stage, on a tous pas mal de responsabilités dans nos stages. Alors, on se rend compte aussi qu'on va faire des erreurs et que c'est inévitable, que nos tuteurs font des erreurs, que nos profs font des erreurs et qu'en fait, il n'y a pas une seule façon de fonctionner. Parce que quelqu'un va vous dire que c'est une erreur de fonctionner d'une certaine manière, un autre va vous dire mais non, c'est génial de faire ça. Et j'ai plein d'exemples en tête, mais finalement, moi je me rends compte qu'aujourd'hui un psychologue, en fait, c'est ce qui est important, c'est sa créativité et c'est sa capacité à analyser un peu après ce qui s'est passé pour pouvoir amener quelque chose à la séance d'après. Et vraiment le point de vue, le côté créatif et le côté unique de chaque personne et de chaque psy, c'est ce qui fait que il va être utile. Et c'est pour ça que tous les psys ne conviennent pas à tout le monde, quoi. Qu'on entend souvent, bah non, lui, il m'a servi à rien. Et je me rends compte que maintenant, en fait. Donc, j'anticipe, oui. J'anticipe. Est-ce que j'appréhende? Ouais, voilà, c'est plutôt ça. J'appréhende, oui, bien sûr, beaucoup. J'appréhende de trouver un travail. J'appréhende de l'équipe dans laquelle je vais être. J'appréhende toutes ces choses-là, mais ça finira par arriver, donc pas le choix. Si vous envisagez un doctorat, expliquez comment vous vous préparez. Je n'envisage pas du tout de doctorat. Les doctorats, c'est très difficile. Il faut être très courageux pour faire un doctorat et très motivé. Il faut trouver tous les financements, il faut trouver un sujet qui plaise, il faut trouver un prof qui nous accepte. Il faut être prêt à partir pour 2 ou 3 ans encore d'études pour au final, c'est mon avis, hein, mais pour au final se retrouver avec un bac plus 8, quelque chose comme ça, et pas un salaire plus élevé. Alors on en apprend beaucoup, c'est très important qu'il y ait des doctorants, mais c'est pas pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et il me semble qu'on se retrouvera pour poser si vous avez des questions à me poser. On se retrouvera au Zoom. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt.